Parler d'écosystème stratégique, c'est en fait un peu tourner le dos à Porter. On voit bien que Porter, dans son approche, a une vision qui, même si elle est inductive, reste quand même un petit peu analytico-inductive pour être ensuite analytico-déductive. Quand on parle d'écosystème, on veut dire quoi? On veut dire que dans la nouvelle économie, les relations entre une entreprise, ses clients, n'est plus aussi duale qu'elle a été. Que les échanges qui ont entre les deux sont de plus en plus forts et que le système d'interaction est d'un niveau de complexité incroyable. Donc, du point de vue de la biologie, c'est pour ça qu'il y a une photo qui n'est pas celle d'un aquarium mais d'un fond marin. On sait très bien aujourd'hui combien un écosystème, à la fois est fragile, mais ça c'est dû en fait à l'homme, qui donne des coups de butoir extrêmement puissants dans l'écosystème. Mais on voit que dans ces fonds marins, tous les animaux vivent dans un équilibre, résultat des interactions les uns avec les autres. Alors résultant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a effectivement des symbioses, ça veut dire qu'il y a des parasitages et qu'il y a de la commensalité. Ça veut dire quoi? Commensal, ça veut dire que des gens coexistent mais avec assez peu d'interactions. Symbiose, au contraire, ils échangent et puis éventuellement ils parasitent. Alors une interaction peut être à certains moments symbiotique, à certains moments commensale et à d'autres moments effectivement devenir un petit peu critique, au sens où elle est parasitaire. Tous les gens qui font de la dynamique de groupe ont fait cette expérience. Qu'est-ce qui se passe dans un écosystème? C'est qu'on est là sur un mode de fonctionnement très différent de celui qui était décrit par Porter, c'est-à-dire qu'on a en fait un aquarium dans lequel vivent un certain nombre de gens. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine associé à la téléphonie, des échanges d'informations, on voit que les fabricants de téléphones portables, les Google, les Microsoft, les Apple, qui sont en eux-mêmes un écosystème, les fournisseurs de musique, les développeurs d'applications, les clients nous-mêmes qui créons un effet dont on parlera, qui s'appelle l'effet Mathieu, qui est propre au système d'interaction. C'est-à-dire que le fait que les clients s'intéressent à quelque chose fait que quand un système d'interaction devient de plus en plus opérant, eh bien, sa vitesse croît de façon vertigineuse. Ce qu'on appelle donc cet effet Mathieu. À ceux qui ont beaucoup, on donnera encore et ils seront dans la surabondance. À ceux qui ont peu, on enlèvera même ce qu'ils ont et ils seront dans l'enfer éternel. Autrement dit, comment définir un écosystème? Pratiquement une seule façon de faire, le dessiner. Et là, c'est plus Saint-Exupéry, le petit prince avec dessine-moi un éléphant, d'accord, ou dessine-moi quelque chose. C'est dessine-moi l'écosystème dans lequel nous nous trouvons. On voit bien que Amazon, Apple, sont des gens qui créent autre chose qu'une proposition de valeur au sens traditionnel du terme. Et là, il y a une radicalité de la nouvelle économie. Cette radicalité, elle est que, alors que dans l'ancienne économie, ce qui était probant, c'est que c'était une économie de la possession. J'économise parce que je vais m'acheter la nouvelle voiture du salon de l'auto. Et donc le consommateur était vu comme quelqu'un qui allait progressivement mettre des biens autour de lui, avec sa maison, sa cuisine, sa voiture, etc. Dans la nouvelle économie, on n'est plus dans cette culture de l'accumulation. On est dans une culture du temps passé. Pendant que je googlise, pendant que je suis sur iTunes,
je ne suis pas sur autre chose. Et donc, à partir de ce moment-là, quelque chose qui devient essentiel dans l'écosystème, c'est la disponibilité des gens. Les gens qui cherchent de l'information comme des animaux cherchent leur nourriture ne font pas autre chose pendant ce temps-là. Et donc, la grande bataille d'Amazon, d'Apple, de Microsoft, mais de tous, va être finalement le temps que le consommateur peut leur consacrer. Et là, on voit bien que le consommateur n'est pas tant un consommateur. Comme disait quelqu'un, quand un consommateur ne paye pas, c'est qu'il fait partie de l'appareil productif. C'est un peu vrai. C'est-à-dire, je suis sur Google, je ne paye pas pour accéder à l'information, je fais donc partie de l'appareil productif de Google, mais j'en fais partie non pas au sens traditionnel du terme. J'en fais partie, je crée de la valeur parce que je mets des choses sur Internet. Donc je ne suis plus tout à fait comme celui qui regardait la télévision pour donner de la valeur à une émission qui permettait de faire payer des annonceurs très chers. Et là, il y a une rupture très forte. C'est que le consommateur, certes, il pédale, mais il crée aussi le vélo, il le transforme, il établit des ponts. Cette notion d'écosystème, cette notion de partage, elle est poussée finalement assez loin. C'est ce qu'on appelle les mécanismes aujourd'hui d'ubérisation. C'est-à-dire que dans l'ubérisation, on va chercher à faire gagner le maximum de temps au consommateur, à lui faire travailler le maximum sur la chaîne de la valeur virtuelle, et bien sûr, demain, on lui demandera s'il veut proposer quelque chose. C'est ce que fait déjà Amazon, d'ailleurs, dans l'ubérisation de la librairie. Amazon, c'est une ubérisation de la librairie, et je peux vendre mes livres d'occasion, je peux vendre les livres que j'ai lus sur Amazon. Donc, Amazon m'offre un choix énorme. C'est que finalement, on voit bien que la proposition de valeur au sens traditionnel du terme, qui était celle du libraire, qui vous faisait acheter le livre dont vous n'aviez pas besoin parce qu'il n'avait pas celui que vous recherchiez, d'accord ? Et il vous disait, je ne l'ai pas, mais j'ai quelque chose de très bien. Eh bien, en fait, l'ubérisation, elle fait qu'Amazon, aujourd'hui, vous autorise à vendre vos livres, vous présente des livres neufs, vous présente des livres d'occasion, vous présente de la location à la page d'ouvrage que vous voulez regarder. Donc, dans l'enjeu stratégique, ce qui devient un petit peu compliqué, c'est que là, les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas. Ce qui va fonctionner, c'est bien le cône d'incertitude et ce qu'on a appelé le cube de la valeur, c'est-à-dire au-delà de la chaîne de la valeur physique, de la chaîne de la valeur virtuelle, arriver à ce moment-là à la chaîne de la valeur ultime, c'est-à-dire le troisième côté du cube, qui est la valeur créée par le consommateur dans l'écosystème. Et le propre d'un écosystème, c'est que tout le monde crée de la valeur pour tout le monde. Même si certains s'en sortent mieux que d'autres. C'est ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Ça, c'est très clair. Mais le fait qu'il y ait des gens en haut de la chaîne alimentaire, qui peuvent d'ailleurs souffrir de certaines transformations, c'est le cas des ours blancs par exemple, au pôle Nord aujourd'hui, qui souffrent de la crise effectivement climatique, mais le fait qu'ils existent n'empêchait pas les crevettes de dérouler leur vie à peu près proprement. Voilà. Donc cette métaphore biologique permet de voir effectivement cette espèce de transformation radicale qui fait que l'analyse fonctionnelle d'un marché à la porteur a vécu et qu'il faut maintenant regarder les marchés en termes d'interaction. Bon, bien sûr, l'Internet des objets est ce qui va radicalement transformer tout ça. C'est-à-dire que l'Internet des objets amène un niveau de qualité dans les échanges d'informations. Qualité sur la quantité d'informations disponibles. Qualité sur la nature des informations disponibles. Qui font que tout se rejoint. Et on voit bien que, à travers le téléphone, par exemple, les liens qui se font entre les différentes commandes qu'on peut faire à gauche, à droite, etc., les surveillances de ces caméras dans les maisons de campagne, ou pour savoir si la nounou a donné le biberon au bon endroit. Je ne dis pas que c'est quelque chose à faire forcément, mais bien évidemment, on voit bien que l'ensemble
de l'hypermédia est quelque chose qui crée en fait une nouvelle écologie de l'homme. Et cette écologie est radicalement différente de celle qui a existé précédemment.